Lieutenant Franck Brinceau-Larreau, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Ils ont, tous les quatre, été tués parce que juifs. C'est la plus révoltante des morts. La France sans les Juifs de France n'est pas la France. C'est là aussi le message des millions de Français. אלה אינם רק אויבי העם היהודי, אלה אויבי האנושות כולה. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Bon réveil à tous. Nouvelle édition du Morning consacrée aujourd'hui encore très largement aux attentats parisiens de la semaine passée. On évoquera bien sûr les derniers hommages rendus simultanément en France et en Israël aux victimes au cours des obsèques qui se sont déroulées hier à Paris et à Jérusalem. Mais après le deuil vient le temps de la riposte. Dans un discours particulièrement musclé hier au Parlement, le Premier ministre français Manuel Valls a promis un arsenal législatif renforcé pour combattre le terrorisme contre lequel la France, a-t-il martelé, est bel et bien en guerre. Ne pas oublier les victimes et ne pas céder à la terreur, voilà ce qu'a décidé de faire la rédaction des survivants de Charlie Hebdo. Avec ce nouveau numéro dans les kiosques aujourd'hui est tiré à 3 millions d'exemplaires. Le journal, qui sera traduit en plusieurs langues, notamment en turc et en arabe, récidive et croque Mahomet en une. La controverse est déjà au rendez-vous dans le monde arabo-musulman. Le grand moufti d'Égypte y voit un acte raciste susceptible d'accentuer la haine. Et pour commenter ces infos et réagir tous azimuts, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin sur ce plateau Boaz Bismuth. Bonjour, vous êtes le rédacteur en chef des pages étrangers du quotidien israélien Israël Hayom. Vous avez également été ambassadeur d'Israël en Mauritanie. Bonjour à vous. Et Yitzhak Levanon, diplomate également. Vous avez été en poste au Caire et à Genève. Merci à tous les deux. Et le premier Israélien en Mauritanie, vous faites bien de le préciser. Alors, je vous le disais en titre. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Je vous le disais en titre, c'est ce matin que paraît le nouveau numéro de Charlie Hebdo réalisé par les survivants de la rédaction du journal satirique. Je vous propose d'ailleurs de découvrir ou de redécouvrir ensemble cette couverture où l'on voit le prophète Mahomet vêtu de blanc, l'arme à l'œil, tenant la pancarte « Je suis Charlie ». Slogan devenu depuis la semaine dernière un slogan universel flanqué de ce titre « Tout est pardonné ». Michel Kishka, bonjour, vous êtes caricaturiste israélo-belge, vous avez perdu 4 de vos amis dans l'attaque meurtrière contre la rédaction de Charlie Hebdo, 4 signatures historiques. C'est une première victoire pour vous, cette publication, Michel Kishka? Oh, j'appellerais pas ça victoire, non. Vous savez, il ne faut pas trop s'emporter. Non, je pense que c'est une couverture juste. Une couverture juste, qui dit juste. Et quelque part, elle frappe juste, mais elle ne frappe pas méchamment. Parce qu'en fait, il faut lire tout ce qu'il y a sur la couverture. Vous savez, il y a un personnage, mais il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 choses écrites. La première, c'est Charlie Hebdo, journal irresponsable. Ça, c'est la première et la deuxième. Il s'invente toujours un sous-titre très intéressant, ce journal. Ensuite, au-dessus du dessin que vous mentionnez, donc je ne sais pas moi si c'est Mahomet, parce que je ne sais pas comment il est. C'est en tout cas ce qu'a prétendu Luz, celui qui est. C'est le Mahomet de Luz, non je rigole, mais c'est le Mahomet de Luz, oui. Charlie Hebdo écrit « Tout est pardonné », ou Luz, au nom de Charlie Hebdo, écrit « Tout est pardonné ». Évidemment que rien n'est pardonné. Si les gens ne comprennent pas que Charlie Hebdo fait de l'humour, alors ils ne peuvent pas comprendre ce dessin. Rien n'est pardonné. Mais Charlie Hebdo, tout est pardonné. Et évidemment, Mahomet pleure, il a la bouche vers le bas, donc c'est un sourire renversé, c'est une grande tristesse parce que d'habitude dans tous ses dessins, la même bouche était inversée vers le haut et il dit je suis Charlie. Alors, mais tout est clair, il n'y a rien de juste. C'est-à-dire, il n'est pas Charlie, c'est-à-dire les extrémistes, les intégristes qui en son nom font ce qu'ils font, évidemment ne sont pas Charlie. Tout est pardonné, évidemment que c'est pas vrai, puisque rien n'est pardonné, puisque rien n'est pardonnable.
Et d'un autre côté, ils parviennent à dessiner une couverture. Ça a été très dur, la une. J'ai vu quelques vidéos sur la présentation de la une et l'émotion qu'il y avait et la difficulté qu'a eu à Charlie Hebdo à décider quelle une fait-on après ce drame. Et puis finalement, je pense qu'il y a quelque chose de touchant dans ce Mahomet pleurant, parce qu'il dit tout, et finalement, ils ont encore dessiné Mahomet. Et ça, c'est un signe qui veut dire qu'avec ce drame, ce n'est pas ça qui va changer notre perception de la liberté d'expression et le fait que 3 millions de Français et des dizaines ou je ne sais pas, centaines de milliers de gens dans 13 autres langues vont acheter ce journal. Chaque personne qui achète ce journal dit la liberté d'expression a été bafouée et elle va se redresser, elle se redresse déjà. Et ça, c'est le message le plus important. D'ailleurs, on apprend qu'à la Gare du Nord ce matin, en 10 minutes, plus de 1000 exemplaires ont été écoulés. Ce n'était pas arrivé depuis le 11 septembre. Michel Kishka, si vous aviez fait partie de cette rédaction, c'est la une que vous auriez choisie également ? Ah, je ne sais pas. Vous posez une question difficile. Je ne sais pas, mais vous savez, les unes se faisaient en décision commune. C'est-à-dire chacun faisait des propositions de une. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, Mathias, à la dernière page, il y avait toujours les unes auxquelles vous avez échappé. D'accord ? Donc, chacun faisait une, deux, trois unes, et puis tout est affiché sur un grand mur, il y a un débat sur chaque dessin, et finalement, c'est choisi à la majorité. Donc, j'imagine que j'aurais participé, je ne sais pas ce que j'aurais fait, et si mon dessin avait été choisi, j'aurais sûrement, vu les circonstances, été très heureux. Mais moi, je ne suis pas membre de Charlie Hebdo, je suis un lecteur, et je soutiens évidemment cette couverture qui est décalée et qui est en plein dans le sujet et qui est juste, qui est forte. Michel Kishka, restez avec nous parce qu'on va justement écouter à présent le dessinateur Luz, l'un de vos confrères, qui nous explique comment la une du journal a été trouvée. Je vous propose d'en écouter un extrait. D'accord. C'est pas la une que les terroristes voulaient qu'on fasse, parce qu'il n'y a pas de terroristes là-dedans. Il y a juste un homme qui pleure, un bonhomme qui pleure. C'est Mahomet. Je suis désolé, on l'a encore dessiné. Mais le Mahomet qu'on a dessiné, c'est un bonhomme qui pleure avant toute chose. Je vous remercie. Voilà, Michel Kishka, où on trouve les forces, où on puise les forces pour dessiner une semaine seulement après l'effroi ? Vous savez, dans le quotidien, dans le travail quotidien qu'on fait, le dessin de presse est ce qui nous tient debout et droit, parce qu'on dessine sur des choses qui sont souvent terribles. Il y a 2 jours, il y a une petite fille de 10 ans au Nigeria qu'on a fait sauter avec une ceinture d'explosifs. Il y a des drames terribles, des fois personnels et des fois à l'échelle nationale, et des fois plus, qui se passent tous les jours. Et si on n'avait pas ce crayon, ce pinceau, ces couleurs et cette plateforme que le dessin de presse nous donne, on serait pas, je pense, des personnes saines d'esprit. Donc c'est un exutoire extraordinaire, et on réunit ses forces et on dessine, et c'est aussi quelque chose qu'on sait qui est attendu par un lectorat, et donc je pense que quelque part on rend aussi service, pas uniquement à soi-même, mais à beaucoup de lecteurs qui souvent s'identifient beaucoup avec ce qu'on fait. Michel Kishka, une petite dernière question. Vous avez dit que c'était important que la rédaction de Charlie Hebdo ait choisi de récidiver en croquant Mahomet une nouvelle fois en couverture. On sait que certains journaux aux États-Unis notamment ont refusé de le faire, de publier la une du journal dans leur édition. Vous trouvez ça normal ? Écoutez, je trouve ça pas normal. Je suis terriblement choqué du poids de ce politiquement correct qui pèse sur les États-Unis, et je suis choqué que ni Obama ni un grand représentant, John Kerry, n'ait été dans la grande marche qui était la marche de la démocratie, la marche de la liberté. Je pense que les États-Unis sont décalés par rapport à ce qui se passe en Europe et qu'ils ne comprennent pas. Michel Kishka et le droit au blasphème. Merci. On rappelle au passage que le Canard enchaîné a reçu un nouveau message de menace. Merci beaucoup Michel Kishka. On rappelle que vous êtes dessinateur de presse et notamment caricaturiste pour notre chaîne i24 News. Messieurs, j'aimerais peut-être votre réaction à chaud sur cette une de ce matin. Regardez, moi j'ai regardé la caricature de ce matin dans Charlie Hebdo. Personnellement, je ne la trouve pas comme une satire. Je crois que c'est plutôt une expression, un message. C'est le prophète qui pleure, qui pardonne et qui devient Charlie.
Et donc il n'y a pas, disons, un blasphème contre le prophète ce matin, sinon une expression que comme quand, voilà... Un peu moins cinglant que d'habitude, un peu moins cynique que d'habitude. Bien sûr que c'est moins cynique que d'habitude. Une semaine auparavant, on a vu la même caricature avec Mahomet dans une position qui est complètement différente, beaucoup plus choquante, disons. Donc je ne trouve pas que cette caricature ce matin, peut-être que dans les semaines à venir, ça va changer. Ouais, on entend Luz aussi qui dit désolé, on a encore croqué Mahomet. Comment vous réagissez ? Pour moi, justement, cette une et les réactions, surtout qu'on a vu déjà très vite hier, nous ramènent très vite sur terre. On est carrément dans le vif du sujet à nouveau. Je suis presque tenté de dire, on retourne à la case de départ et je m'explique. Certes, vendredi, c'était le choc. C'était le choc, bien sûr. Mercredi, déjà, premier choc avec l'attaque. Vendredi, ça continue. Et puis dimanche, si vous voulez, c'était un petit peu le coton après la piqûre. Sauf que, on voit déjà la première une, Charlie Hebdo fait ce qu'il sait faire, bien sûr. C'est de la satire, y compris, on se moque de tout. Alors c'est vrai que la une elle-même, elle n'est pas du tout blessante. Sauf qu'on dessine, on traite, bien sûr, on s'occupe du prophète. Alors moi, j'étais en France pendant tous les jours et je parlais à tellement d'amis musulmans là-bas sur place. Ils m'ont dit que le fait même de décider le prophète pourrait déjà, c'est blasphème. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter. Je dis encore une chose, on a parlé beaucoup de djihad et des extrémistes. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2006, lorsqu'il y a le procès contre Charlie Hebdo, après les fameuses caricatures publiées du magazine danois et en plus ils ont ajouté magazine danois qui caricatures. refuse de publier aujourd'hui les caricatures. Bien sûr. Alors le procès qu'il y avait, c'était pas par des djihadistes, c'était par l'islam modéré de France qui est parti au tribunal. Donc si vous voyez un petit peu, on voit encore une fois, on revient dans le vif dans le grand problème qui est quoi ? Qui est comment justement est-ce que les musulmans modérés cohabitent très bien dans un espace public laïque. Voilà, toute la problématique est là. Regardez, il faut mettre les choses au clair. Et je parle ici maintenant du monde arabe, du monde islamique. C'est vrai que toute chose qui porte atteinte au prophète, que ce soit une caricature, que ce soit un article, que ce soit n'importe quoi, c'est le maximum blasphème possible sur Terre. Donc il faut prendre ça en considération. Lorsqu'on va aux États-Unis ou on va par exemple au Danemark qui refusent de publier ce genre de choses, ils prennent en considération les communautés musulmanes qui vivent chez eux. Ils ne veulent pas avoir touché, porter atteinte à leur amour-propre parce que l'amour, disons, vous avez le grand, par exemple, débatteur de El Jazeera ce matin qui a dit carrément qu'il faut attaquer toute personne qui attaque le prophète. Voilà. Et bon, lui, il a l'outil c'est El Jazeera, c'est une chaîne qui est très grande. Bref, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que la démonstration de dimanche, même s'il y avait 2 millions, 4 millions, ben, ça ne va pas effacer quand même les coutumes, les croyances, et tout est subjectif ici. Donc c'est quelque chose... Et très vite, on est revenu au vif du sujet, très rapidement. Merci messieurs. Il repose désormais en paix au cimetière du Mont des Répits, dans les collines de Jérusalem. Yohan Cohen, Yoav Khatab, Philippe Braham et François Michel Saada, les 4 victimes juives de l'attentat à une porte de Vincennes, ont été inhumés hier après des obsèques officielles en présence des proches, mais aussi de milliers d'anonymes venus leur rendre hommage. Le récit de Maxime Pérez. Un immense cortège pour accompagner les dépouilles de Yohan, Philippe, Yoav et François Michel. Devant des milliers d'anonymes, les victimes de l'attentat contre l'hypercacher ont été enterrées au cimetière de Givat Shaul à Jérusalem. La volonté de leur famille a ainsi été respectée, honorée même par le gouvernement israélien qui a organisé une vibrante cérémonie. Sous cette tente où ont été alignés les 4 linceuls, leurs proches, mais surtout un impressionnant parterre d'officiels. Le président de l'État, Reuven Rivlin, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, ou encore le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog. Face à la tragédie, les responsables israéliens ont tenu à témoigner leur solidarité et apporter l'hommage de la nation et de tout un peuple. Les Juifs peuvent vivre dans de nombreux pays et ils ont le droit d'y vivre en sécurité. Mais ils savent au plus profond de leur cœur qu'ils ont un pays, l'État d'Israël, leur foyer historique, et qu'il les accueillera toujours les bras ouverts, comme des fils. Émotion intense dans la foule, à la mesure de la douleur pour les proches des victimes. Moment fort de la cérémonie, Valérie Braham, veuve de Philippe Braham, a pris quelques instants la parole après avoir allumé une bougie du souvenir. Je pleure ici, mais je sais que vous pleurez avec moi et je vous remercie. Comment croire à tout ceci ? Philippe, protège-moi, protège Chirel et Naor, Ella et Raphaël.
Merci beaucoup. Dernière à s'exprimer et seul ministre du gouvernement français à avoir fait le déplacement, Ségolène Royal a attribué la Légion d'honneur à titre posthume aux 4 victimes juives de l'attentat. Elle a aussi rappelé la détermination de la République à lutter contre l'antisémitisme. La France sans les Juifs de France n'est pas la France. L'antisémitisme n'a pas sa place en France. C'est là aussi le message des millions de Français qui se sont retrouvés dimanche dans les rues du pays tout entier. Je suis Charlie, mais aussi je suis juif, résonnait à l'unisson dans les rues du pays. Amis, connaissances, proches et simples membres de la communauté francophone d'Israël, nombreux ont tenu à témoigner de leur tristesse et de leur inquiétude aussi. Il y en a marre de ce terrorisme, il y en a marre d'avoir peur de partout. On a de la famille là-bas, on a de la famille en Tunisie, on a de la famille partout et on est en sécurité nulle part, quoi. Voilà. On était en Israël cet été, donc on a reçu, comme vous le savez, des bombes ici et ils ont pris de nouvelles de nous. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est nous qui venons les recevoir, comme quoi on est en sécurité nulle part. Et aujourd'hui, surtout pas en France. Voilà, je pense que c'est tout le monde qui n'est pas en sécurité. Il n'y a pas que les Juifs, il y a tout le monde. C'était un événement, une épreuve très très dure aussi à vivre, car on a perdu un frère, un ami, un frère qui était toujours souriant, fort. Malgré ce qu'il y avait devant lui, on était toujours confiants avec lui. Et il nous emmenait toujours dans des simchas et dans des événements incroyables avec Yohan. Avant la mise en terre, la cérémonie d'hommage s'est achevée par l'hymne israélien, la Tikva, un message d'espoir malgré tout, pour accompagner le deuil. Ouais, toutes les pensées de la rédaction d'i24 News vont ce matin encore une nouvelle fois à Émilie Sada, notre collaboratrice, et à sa famille. Messieurs, comme la plupart des Israéliens hier, vous avez très certainement assisté à cette cérémonie émouvante qui a été retransmise à la télévision israélienne. Une première réaction à chaud? C'était très émouvant, c'était solennel. Et aussi très douloureux, enfin, dans les circonstances, de voir 4 personnes enterrées, et des innocentes personnes. Ils n'ont rien à voir avec le terrorisme en France, et qui ont été abattues tout simplement par ce terrorisme aveugle. Donc c'était très douloureux, mais c'était nécessaire, que ce soit pour les familles, que ce soit pour Israël, que ce soit aussi pour les Français. Pareil, moi d'abord mes pensées aussi à notre chère Émilie, bien sûr que nous aimons tellement, autant. Mais hier, tout ce que vient de dire l'ambassadeur Levanon, et moi j'ajouterais aussi un grand sentiment de colère aussi. Et pourquoi de colère? Parce que, vous savez, quand on a vu déjà, j'étais à Toulouse, quand c'était déjà affreux, lamentable de voir ces 3 petits corps, 3 petits corps qu'on a ramenés en Israël. Et même le Premier ministre de la France, Manuel Valls, l'a dit, c'est pas moi, c'est samedi qu'il a dit, notre réaction n'était pas à la hauteur à l'époque. C'est-à-dire, on ne voulait pas appeler un chat un chat. Et finalement, quelques années, même pas 2 ans qui passent, et déjà encore une fois, des corps de juifs français innocents qui n'ont rien à voir avec le conflit, qui n'ont rien à voir. Donc un petit peu cette colère. Et en plus, peut-être, on parlera de ça un peu plus tard, mais même vis-à-vis de mes confrères français, je l'ai dit sur TV5 Monde, samedi, je le répète aussi aujourd'hui, arrêtons de diaboliser Israël, parce que finalement c'est des innocents qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe ici, qui payent le prix là-bas. Finalement, je crois que là aussi il y a un peu de travail à faire vis-à-vis de la presse, qui aujourd'hui peut-être elle est toute Charlie, mais elle aussi elle doit réfléchir comment elle traite le sujet. Comment vous expliquez qu'il y ait autant d'Israéliens qui soient venus de manière anonyme, comme ça, participer aux obsèques, comme on l'a vu notamment, vous rappeliez l'affaire Mera et l'inhumation des victimes de l'affaire Mera en Israël? Cet élan de solidarité. Comment vous expliquez par exemple qu'en 91, quand Israël a subi 39 scuds, tellement d'avions d'El Al arrivent de Paris plein avec des juifs français qui viennent nous voir, parce que c'est une solidarité, parce que c'est quand même, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire on est concerné un par l'autre. Le Premier ministre israélien l'a rappelé, comme la source de la puissance d'Israël et du peuple juif. C'est la pure solidarité dans le peuple juif, c'est l'unité même. Et je crois que c'était le Premier ministre qui a évoqué tout ça, ou bien je crois que le président de la République, n'importe, une personnalité israélienne, mais ça montre que les juifs dans la diaspora et juifs en Israël, c'est une seule, c'est un.
Bien sûr. Est-ce qu'à votre avis, au-delà de la cérémonie qui était évidemment émouvante, il y avait un aspect politique dans cette cérémonie? On a entendu les appels à l'immigration du Premier ministre, nuancés par le président de l'État, Reuven Rivlin. Est-ce qu'il y avait un aspect également politique à cette cérémonie? Tout est une question d'interprétation. Si vous voulez, tout peut être politique. Hein. Tout politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on veut interpréter les choses. Alors bien sûr, ça a fait ici en Israël un débat. C'est vrai qu'en Israël, ça a pris une autre dimension. En France, j'étais en France lorsque le débat a eu lieu en Israël suite aux propos de Netanyahou. Donc il faut mettre les choses dans le contexte. D'abord, nous sommes bien sûr dans une campagne électorale. Désolé, les frères Kouachi n'ont pas réfléchi. Peut-être que maintenant il y a une campagne en Israël. Vous pensez qu'elle s'est invitée, cette campagne électorale, dans ces... Non, moi je ne pense pas du tout. Je pense pas du tout. Dans le voyage du Premier ministre. Je vais vous dire quelque chose. Le débat a eu lieu samedi. Le Premier ministre Netanyahou a dit aux Juifs de France, Israël est votre foyer. Manuel Valls qui lui répond du tac au tac à Port-de-Vincennes en lui disant, la France sans ses Juifs n'est pas la France. Par ailleurs, Ségolène Royal, la ministre Ségolène Royal, a répété la même chose hier aux funérailles. Je pense que Netanyahou était dans son rôle, Manuel Valls aussi. L'un en tant que sioniste, en tant que Premier ministre de l'État juif, l'autre en tant que républicain patriote qui doit défendre sa population. Chacun était dans son rôle. C'est vrai que madame, je vois sourire. Vous n'avez pas l'air de donner votre accord à ce que vient de dire Boaz non, Bismuth. pas du tout. Je pense tout à fait contrairement. Et je parle précisément, je parle pas de Valls, parce que le Premier ministre français, c'est le Premier ministre français. Il a le droit de dire ce qu'il veut en ce qui concerne la France. Mais en tant que citoyen israélien, j'aurais préféré, par exemple, que le Premier ministre Netanyahou ne touche pas à ce sujet-là de la façon dont il a fait. Et la preuve, c'est que dans son discours hier, et même avant, il a changé de ton, il a amadoué un tout petit peu les choses, et il a dit de façon pas tout à fait claire comme auparavant. Vous pouvez mais pas il a quand même repris le président Rivlin en disant effectivement les Juifs ont le droit de décider de là où ils vivent, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils ont une seule et même patrie, c'est Israël. Tous les Juifs du monde, et les Français y compris, les Juifs de France le savent très bien, que Israël, s'ils veulent, s'ils désirent faire la Aliyah ou vivre avec nous, les portes sont ouvertes. On va les accueillir comme on a accueilli tout le monde, comme on nous a accueillis aussi. Je ne crois pas que c'est le problème. Ils le savent ça carrément, il ne faut pas le répéter à haute voix. Et plus précisément, à mon avis, il ne fallait pas embarrasser ou enquiquiner la France dans un moment très difficile. Je suis content que le Premier ministre il a changé un tout petit peu de ton et que dans son discours hier, il a mis de la façon un peu plus, disons... on lui a peut-être fait comprendre, vous qui étiez en France, Boaz Bismuth. Il ne fallait pas le faire à mon avis. Vous avez eu le sentiment que les autorités françaises ont essayé de faire comprendre à Benjamin Netanyahou qu'il avait été maladroit? Non, je rappelle justement à l'ambassadeur Levanon que déjà dans l'histoire, Netanyahou n'est pas le premier à l'avoir dit. Golda Meir, Ben Gurion déjà à l'époque, Ariel Sharon en 2004, ça c'était le dernier, et bien sûr Netanyahou aussi que le dit aujourd'hui. Je pense qu'en des moments comme ça, je pense qu'il faut savoir que les actes antisémites et les attentats contre les Juifs, finalement, non seulement je vais en 2006 pour pauvre Ilan Khalimi, ou en 2012 à l'hôpital, à l'école à Tzara Torah, et tous ces centaines d'incidents, j'étais journaliste entre 2000 et 2004, tous les jours il y avait un incident à caractère antisémite. Pourquoi aller encore plus loin? Lorsque vous avez la dernière fois qu'un président de la République descend dans la rue, c'était quand? La 5e République, c'était en 91. Souvenez-vous, Félix Germain à Carpentras. Là, encore une fois, c'était un juif. Donc je pense qu'un Premier ministre israélien a complètement le droit de dire dans un moment de crise comme ça aux Juifs de France, Israël est votre foyer. Encore une fois, il est dans son rôle. Arrêtons d'être choqués par chaque chose qu'il le dit. Maintenant, je suis d'accord, c'est-à-dire si certains, et il y a bien sûr même, pas seulement des Israéliens, il y a aussi des Juifs français qui pensent que peut-être il aurait dû le dire un peu plus tard. Peut-être nous sommes dans un moment de crise. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il a froissé la France. Je pense qu'au contraire, je peux même faire un compliment à la France. La France, attention, la France n'est pas antisémite. La France, en tant que république, est loin d'être antisémite. La France protège ses Juifs. On sait très bien qui est derrière cela. La France a très bien réagi en 91 lorsque François Mitterrand descend dans la rue. La France a très bien réagi en 2015 lorsque François Hollande organise cette grosse démonstration et tous ses invités. Oui, mais des Juifs de France, ce sont des Français avant tout. Oui, mais je les ai... Un Premier ministre israélien ou n'importe quel dirigeant israélien ne peut pas s'ingérer dans les affaires de notre État. Je vais vous répondre tout de suite. Lorsqu'ils vont venir en Israël et deviennent des Israéliens, on a le droit de dire ce que veut. Moi, je ne dis pas, par exemple, qu'il ne fallait pas dire qu'Israël est prêt à les accueillir s'ils les désirent. S'il le désire. Mais au premier pas, ce que Benjamin Netanyahou a dit, venez, faites votre aliyah, venez chez nous, et c'était directement après l'attentat. C'était maladroit à mon avis. Moi je vous réponds, j'ai vu des centaines de Juifs français là maintenant cette semaine, dans les synagogues bien sûr, à la grande synagogue de Victoire. J'ai vu la façon, et vous avez vu la façon dont Netanyahou a été accueilli, vous avez vu la façon dont il a été remercié. Par exemple Madame Sall, voilà, on peut même citer une dame, Madame Sall qui a accueilli le rabbin Khattab. Par ailleurs, le jeune Yoav devait dîner chez eux le même soir, donc il était à ce hypermarché pour acheter une bouteille de vin, le malheureux. Et la maman elle dit, Netanyahou n'a pas dit assez. Donc vous voyez un petit peu comment d'ici on voit les choses un peu différemment, parce qu'ici on est dans la politique politicienne et là-bas on est dans une autre dimension. Un mot peut-être sur le choix des familles, des victimes qui ont décidé d'inhumer leurs proches ici en Israël.
c'est parfois un choix qui est mal compris. C'est quelque chose de relativement nouveau après l'affaire Mera. Est-ce que c'est un acte purement religieux, la volonté d'être inhumé en Terre Sainte, ou bien c'est quelque chose, c'est un choix qui est politique? Je le comprends parfaitement. Vous voyez ? Je le comprends parfaitement. Enfin, disons, il y a des gens que... Et je crois que le papa du jeune Johan, je crois qu'il a dit carrément que d'après la tradition juive, il fallait être enterré en Eretz Israël parce que la rédemption va venir un de ces jours. Oui, ça c'est un choix religieux qu'on comprend. Il y a effectivement beaucoup de politique aussi. Alors je réponds, le papa de Yoav Frata, par exemple, qui a grandi, qui est de Tunis, le rabbin de la Goulette à Tunis, le directeur de l'école Lubavitch à Tunis, et bien lui, très tristement, lorsqu'il arrive à l'aéroport samedi soir de Tunis, il atterrit à 5h30 de l'après-midi du soir, on se parle, je vais le voir le lendemain à Paris, et il me dit avec de grosses larmes et beaucoup de peine, mon fils a rêvé de faire son alia, et ben je voulais pas qu'il fasse son alia comme ça, il le fait. Et par ailleurs, si on parle de faire son alia ou pas, oui, il faut quand même évoquer que samedi à la synagogue rue Pavée, beaucoup de juifs m'ont dit une chose que j'ai beaucoup, qui m'a beaucoup frappé. Nous voulons tous faire notre alia, mais c'est pas les djihadistes qui vont décider quand. La rue Pavée d'ailleurs qui a été mentionnée hier dans le discours d'Yitzhak Herzog, puisque son grand-père visiblement a été membre du consistoire. Mais ça a été, enfin ce que Boaz vient de dire maintenant, ça a été mentionné par le discours du chef de l'État. Qu'ils peuvent faire leur alia, mais pas en conséquence des attaques terroristes, de libre choix. Disons du sionisme, d'amour d'Eretz Israël, le foyer, disons, du peuple juif. Ça, oui, je n'ai aucun problème. Je voudrais revenir sur ce choix des Féméniens d'inhumer leurs proches ici en Israël. Ça ne vous paraît pas être une vision un peu surréaliste, ces corps qui sont enterrés ici en Israël avec des drapeaux d'Israël et puis un membre du gouvernement français qui revient remettre à titre posthume la Légion d'honneur? Est-ce qu'on est dans une nouvelle phase encore une fois, qu'est-ce qu'on est en train de l'identité des Juifs de France? Mais je vous ramène à la question précédente et vous voyez à quel point chacun est dans son rôle. Vous voyez à quel point ça peut être pas contradictoire, mais complémentaire. Par ailleurs, bien sûr, c'est une chose que j'aime beaucoup, et ça c'est quand même quelque chose que la République doit réfléchir, que les Français doivent réfléchir. D'abord, je commence bien sûr, on est dans un monde du politically correct. 99,9% des musulmans de France se réveillent le matin, veulent aller travailler, veulent une belle cohabitation, sont français, etc. Voilà, c'est dit. Maintenant, pour ce 0,1% qui siffle la Marseillaise dans les matchs de foot, etc., il y a un problème. Alors que les Juifs de France, lorsqu'ils viennent manifester pour Israël, par exemple, comme ils ont fait à l'université Jussieu en 2003, souvenez-vous, lors de l'intifada, où on voulait boycotter Israël, ils arrivent avec les drapeaux de France. Dans les synagogues que j'ai vues, on a le drapeau de France, que ce soit en Israël, que ce soit aux États-Unis ou en Australie, on a le drapeau local. On est respectueux du pays dans lequel on est. Sauf que, qu'on le veuille ou pas, il y a une différence. Et quand on dit différence, c'est pas mieux ou moins bien. On est quand même un État différent, qu'on le veuille ou pas, par sa religion, par son statut, par son histoire. Et c'est pour cela qu'on a. C'est pas une trahison vers la France. C'est double allégeance. Je dirais justement, c'est qu'on est français, mais on est juif français. Et il y a un État juif qui s'appelle Israël. En plus, ajouter ces dimensions de guerre et de menaces qui pèsent sur Israël, et ajouter ces dimensions où on a de la famille, où est le problème? Pas contradictoire, complémentaire. Je crois que dans ce domaine, oui, la France elle s'est comportée avec grand respect. Dès le moment qu'elle a décidé de donner la Légion d'honneur, elle n'a pas fait de distinction, elle a donné à toutes les victimes, y compris les 4 juifs qui ont été tués. Très bien, merci messieurs. On recevra dans un instant Ali Waked, spécialiste du monde arabe, pour évoquer avec lui le positionnement des communautés musulmanes après les événements de la semaine dernière à Paris. Restez avec nous, à tout de suite. Retour sur le plateau du Morning où nous a rejoint Ali Waked. Bonjour, vous êtes journaliste, spécialiste du monde arabe. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous le disais, tout le monde se l'arrache. Ce matin, dans les kiosques, il a été tiré à plus de 3 millions d'exemplaires contre seulement 60 000 habituellement. Le dernier numéro de Charlie Hebdo, traduit dans 16 langues et vendu dans près de 25 pays, traduit en arabe et en turc notamment. Et ce numéro provoque déjà un certain nombre de réactions dans le monde arabo-musulman. Les explications de Julia Guénancia. Charlie Hebdo n'est pas mort. L'hebdomadaire satirique sera bien dans les kiosques mercredi 14 janvier, comme toutes les semaines. Accueillie dans les locaux de Libération, la rédaction a repris le travail, comme si de rien n'était. Pour preuve, le dessin de une représente le prophète Mahomet, un Mahomet avec une larme et tenant une pancarte « Je suis Charlie ». Le prophète reprend ainsi à son compte le slogan mondial apparu après les attentats. Au-dessus du dessin, 3 mots « Tout est pardonné ». Luce, le dessinateur de Charlie Hebdo, visiblement très ému, s'explique. Ce n'était pas la une que les terroristes voulaient qu'on fasse,
parce qu'il n'y a pas de terroriste là-dedans. Il y a juste un homme qui pleure, un bonhomme qui pleure. C'est Mahomet. Je suis désolé, on l'a encore dessiné. Mais le Mahomet qu'on a dessiné, c'est un bonhomme qui pleure avant toute chose. Je vous remercie. Face à l'avalanche de demandes en France et à l'étranger, le tirage du numéro a été porté de 1 à 3 millions d'exemplaires, un chiffre exceptionnel dans l'histoire de la presse. Même George Clooney et Arnold Schwarzenegger se seraient abonnés. Dans les coulisses, les réseaux de distribution de la presse se préparent à satisfaire une demande mondiale énorme. Le distributeur MLP enregistre depuis plusieurs semaines des commandes émanant des organismes les plus divers et réclame parfois des milliers de copies. C'est incroyable, on a eu des demandes de municipalités, d'entreprises, de venant de l'étranger. On a un jeune Italien de 14 ans qui nous a envoyé un mail pour dire est-ce que je peux en acheter un, en réserver un. À l'export, où Charlie Hebdo ne vendait que 4000 exemplaires, le MLP prévoit d'en expédier 300 000. Le titre sera présent pour la première fois aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il sera traduit en anglais, espagnol et arabe pour la version numérique, ainsi qu'en italien et turc pour la version papier. Et le Conseil français du culte musulman a de son côté appelé ce mardi la communauté musulmane à garder son calme. Mais dans le monde arabe, l'autorité religieuse égyptienne a d'ores et déjà dénoncé la prochaine une. Ce nouveau numéro ne plaira donc pas à tout le monde, mais qu'importe, Charlie veut garder son esprit, faire rire avant tout. Ali Waqued, c'est reparti pour un tour. Cette couverture de Charlie Hebdo, est-ce qu'elle va mettre de l'huile sur le feu? Je crains qu'elle va mettre de l'huile sur le feu. Il suffit de suivre les réseaux sociaux, Cyril. C'est vrai que le monde musulman et les communautés musulmanes en Europe sont encore sous le choc du massacre et des actes terroristes qui ont eu lieu le dernier week-end en France, la semaine dernière en France. Mais cette nouvelle publication suscite une nouvelle colère auprès des milieux islamistes les plus radicaux. Certains services de sécurité arabes et d'information identifient quelques codes peut-être qui sont en train de se passer dans les réseaux sociaux des djihadistes, peut-être pour donner le signe à ce que craignent ces services de sécurité. Les cellules présentes déjà en France des djihadistes, les cellules dormantes, pour qu'elles réagissent face à cette nouvelle publication. Al-Azhar, qui est peut-être l'instance la plus modérée parmi les autorités religieuses dans le monde. Une instance sunnite, religieuse. Tout à fait, tout à fait. Okay. Quand ils réagissent, ça donne signe que peut-être on est face à une nouvelle vague, au moins au début, d'une tension entre musulmans et occidentaux face à ces caricatures. Le fait encore que 3 millions d'exemplaires circuleront dans le monde signifie aussi que la colère ne sera pas réduite à la France, mais partout les musulmans qui verront cet exemplaire, ce journal de Charlie Hebdo, sentira très attaqué. Donc la question, est-ce que ces milieux musulmans, religieux, radicaux ou modérés ont appris les leçons de la dernière attaque et du prix que va payer ou commence à payer déjà les communautés musulmanes en Europe, notamment en France? Est-ce que cette leçon a été bien apprise, ou est-ce qu'on verra la réaction être de la même mesure, de la même manière, comme on a vu malheureusement à Charlie? Mais au-delà du clergé, Ali Waqued, est-ce que le musulman lambda dans la rue se sent profondément humilié, vexé par cette caricature? Oui, tout à fait. Et il faut comprendre, c'est pas le contenu de la caricature, le contenu textuel, c'est le fait que le prophète est utilisé. Ce n'est pas, même s'il était utilisé d'une façon positive, même s'il était utilisé dans un contexte qui n'est pas la terreur, pour les musulmans, présenter un prophète, que ce soit Mahomet, que ce soit Jésus ou que ce soit Moïse, c'est quelque chose d'inacceptable. Et de là, même les milieux séculaires qui défendaient ces derniers jours la liberté d'expression, on les voit un peu taire après cette nouvelle publication et toute la campagne qui a poursuivi cette nouvelle publication, cette nouvelle édition de Charlie Hebdo. Je pense qu'on ne verra pas les masses descendre dans la rue comme c'était le cas il y a 3 ans, à cause du choc que le monde musulman a vécu après cette attaque, et à cause du fait que tout le monde comprenne qu'il y aura des conséquences immédiates
immédiate sur la communauté musulmane en Europe n'empêche dans les réseaux terroristes. Il y a déjà un signe selon un agent de service de sécurité égyptien auquel j'ai parlé. Il y a déjà un signe à réagir. Comment est-ce qu'on va être cette réaction? Il faut malheureusement attendre. Comment vous expliquez que parmi les 3 religions monothéistes, l'islam soit la seule à ne pas accepter encore cette idée de blasphème qui a été aboli en France, on sait, après la Révolution. Dans le judaïsme aussi, l'interdiction de la représentation divine est interdite, mais elle est tolérée. On a vu plusieurs fois croquer Moïse, des rabbins, etc., dans les colonnes même de Charlie Hebdo. Pourquoi le blasphème provoque-t-il aussi autant de dire dans le monde arabo-musulman? Et ce n'est pas seulement le cas pour le prophète. On n'a pas droit à voir, par exemple, les califes. On n'a pas droit à voir les descendants du prophète, les femmes du prophète, les enfants, les petits-enfants du prophète. C'est une question à laquelle les musulmans, les intellectuels s'attaquent, mais c'est un paradigme, c'est une vache sainte que le monde musulman n'est pas encore prêt à en attaquer. Pour le moment, Cyril, ça va être encore le mœurs, ça va être l'habitude, ça va être la ligne la plus rouge du monde musulman. Bien sûr, quand il s'agit d'un contexte qui n'est pas assez positif, on ne présente pas le prophète Mohammed en un ange dans Charlie Hebdo ou ailleurs, mais comme un leader, comme un dirigeant d'un camp qui appelle au terrorisme, qui appelle à la violence. Et il faut. Moi, j'étais. Et les signes, les phrases qui ont été employées hier dans les réseaux sociaux face à cette nouvelle publication de Charlie Hebdo étaient presque identiques aux mêmes propos, aux mêmes posts qui ont été publiés suite à la première publication. Mais est-ce que toutefois, Ali Waken, on n'entend pas quand même dans le monde arabo-musulman, vous qui le suivez de très près, des voix dissidentes qui appellent peut-être à l'autocritique, à une certaine réforme, à une certaine solubilité de l'islam dans une espèce de modernité, hein, comme les autres religions monothéistes ont pu le faire. Est-ce qu'on entend cette voix-là, dissidente au sein de l'islam, qui appelle à donner carte blanche à cette couverture de Charlie Hebdo? On l'entend, mais quand ça commence à toucher le prophète, ces voix sont de plus en plus basses. Mais la vérité, c'est que l'attaque à Charlie Hebdo a suscité un très vif débat entre intellectuels musulmans. Est-ce que l'islam va à l'encontre de la liberté? Est-ce qu'il doit y avoir aujourd'hui, dans l'âge moderne, des limites à la liberté d'expression? Est-ce que l'autocritique, c'est une pêche contre l'islam? Est-ce qu'il ne faut pas que les musulmans s'intègrent dans cette modernisation? Eux qui sont, il faut dire la vérité, très en arrière par rapport au monde progressé. Et donc, Cyril, à mon avis, le fait que le prophète est touché, que le prophète est mentionné à nouveau, affaiblisse ces voix, affaiblisse ces dissidents. Mais Charlie Hebdo a été un point tournant aussi dans le milieu intellectuel, était aussi un tournant auprès des masses musulmanes. Et il faut voir, même ici à Tel Aviv, même ici à Jérusalem, les musulmans qui disent d'un côté, les communautés musulmanes vont payer le prix de ce qui s'est passé à Paris, mais de l'autre côté, peut-être comprendre cet acte de riposte face à un magasin qui a humilié le prophète. Le système d'éducation dans le monde musulman n'est pas prêt encore à changer ce paradigme que le prophète est au-dessus de toute critique, que les figures principaux de l'islam ne doivent pas être mentionnées ni positivement ni négativement dans ce genre de contexte. Le débat est là. Je crains qu'il n'est pas on est encore loin de changer les idées, les dogmes des masses musulmanes dans le monde. Allez, ok, j'aimerais évoquer à présent avec vous la situation de la communauté musulmane en France. On a beaucoup parlé en France de l'esprit du 11 janvier, de cette république retrouvée, de l'unité nationale. Pourtant, certains déplorent que les musulmans de France n'aient pas donné assez de voix pendant ces manifestations, sur ces 4 millions de manifestants. Certains dénoncent même le silence assourdissant de certains artistes qui ont beaucoup d'influence, certains artistes d'origine maghrébine notamment, qui ont beaucoup d'influence en France. Vous comprenez ce silence, vous comprenez cette absence de voix claire
sur cette question de Charlie Hebdo? Je ne comprends pas ce silence, Cyril, d'un côté, mais de l'autre côté, il faut comprendre, même ces artistes, même ces stars, même ceux qui dressent l'opinion publique musulmane ou arabe en France, ils ne peuvent pas aller contre les masses. Les masses sont toujours emprisonnées dans cette idée que le prophète est intouchable et que Charlie Hebdo a commis le pire des crimes, c'est de toucher à la figure, c'est de toucher à la personnalité du prophète. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre. Moi, je me répète tout le temps, la personnalité du prophète, mais c'est la dogme la plus dure, la plus sévère auprès des musulmans. Je pense que si ce n'était pas le cas de Charlie Hebdo, si c'était un autre journal qui peut-être a attaqué l'islam, mais non pas la personne du prophète, la réaction aurait été différente. Vous pensez que la communauté musulmane de France craint pour son avenir en France, en Europe? Est-ce qu'elle craint une vague d'islamophobie? On a vu qu'il y a eu des mosquées qui ont été attaquées, plus de 60 actes islamophobes ont été recensés depuis les événements de la semaine passée. Vous pensez qu'il y a une dérive islamophobe qui est en route? Il y a une dérive qui n'a pas commencé avec Charlie Hebdo, avec l'attaque de Charlie Hebdo. Bien sûr qu'il y a une crainte très sérieuse auprès des musulmans. Ici en Israël, on entend parler le Premier ministre qui appelle les Juifs de la France à faire aliyah en Israël. Dans certains sites, dans certains médias, on a appelé les Français d'origine arabe, d'origine musulmane, de rentrer dans leur pays d'origine et d'essayer de changer leur pays d'origine au lieu de les échapper et d'aller s'installer en France, ailleurs, où ils ne se sentent pas bien avec leur identité religieuse. Mais Cyril, à mon avis, ce que va passer la communauté musulmane, ce n'est pas le processus que tout le monde espère. On ne verra pas un changement dramatique, un changement très profond. Ce qui a été, je crains que ça va être plus ou moins le même pour l'avenir, sauf quelques tentatives de limiter l'influence des imams radicaux, peut-être dans les mosquées. Merci Ali Waqued, vous restez avec nous parce que j'aimerais vous faire agir sur un témoignage qui a ému beaucoup de téléspectateurs ce dimanche sur le plateau de nos confrères, plateau du 20h de France 2. Il s'agit du témoignage du rabbin Batou Khatab, c'est le grand rabbin de Tunis. Il évoque la disparition de son fils Yoav Khatab, décédé dans la prise d'otage de la porte de Vincennes. On regarde un extrait. Les gens me disent, juif, tu n'as pas peur. Je lui dis, les Tunisiens, les Arabes, ils sont gentils. On n'a pas de problème avec les Arabes. On a vécu ensemble depuis notre jeunesse. Il n'y a pas de problème. D'un seul coup, je vois qu'il m'est arrivé ce coup-là, on dirait que je suis dans un cauchemar, que je viens ici à la place, que j'ai fait rentrer mon fils pour le mariage. J'ai fait rentrer mon fils dans le cimetière. Et on rejoint tout de suite par téléphone Ouzafa Trabelsi, vous êtes consul honoraire du Tchad à Tunis. Bonjour. Alors vous connaissiez, je crois, la famille Khatab. Un mot peut-être sur ce témoignage? Écoutez, d'abord bonjour à tout le monde. Secondo, Khatab est un ami personnel, Batou particulièrement. C'est quelqu'un de très intégré à la communauté tunisienne et surtout très apprécié. Il a même assisté à quelques débats à la télévision tunisienne où il avait un vis-à-vis avec des islamistes. Il a très très bien mené son débat et ça a augmenté la sympathie qu'il avait autour de lui. Monsieur Trabelsi, est-ce que le numéro de Charlie Hebdo sera publié aujourd'hui à Tunis? On sait que les Tunisiens sont friands de presse francophone. Écoutez, il est trop tôt pour le savoir. Je n'ai pas d'informations particulières, mais je pense déjà il ne se vendait pas avant, peut-être par réaction ou bien par prudence, les autorités ne laisseraient pas entrer. Ça, c'est mon avis personnel, mais on verra dans la journée ce qui se passera. Pourtant la Tunisie est peut-être le fer de lance évidemment du printemps arabe. C'est peut-être le pays qui est le plus enclin à donner carte blanche à ce genre de couverture, selon vous? Je ne pense pas quand même. Je pense pas quand même parce que nous avons la population tunisienne telle qu'elle est. Il y a des gens qui Merci Ouzafa Trabelsi. On est obligé de terminer cette interview. Merci d'être intervenu sur notre chaîne. On reviendra immédiatement après un nouveau journal sur l'hommage vibrant rendu hier par François Hollande aux 3 policiers tués par les frères Kouachi et Hamedi Koulabi. Ne bougez pas.
Clarissa, Ahmed et Franck sont morts pour que nous puissions vivre libres. C'est en ces termes que François Hollande a rendu hier un vibrant hommage aux 3 policiers tués par les frères Kouachi et Hamedi Koulibaly. C'est un récit de Leslie Rezoug. Charlie Hebdo n'est pas mort. L'hebdomadaire satirique sera bien dans les kiosques mercredi 14 janvier, comme toutes les semaines. Accueillie dans les locaux de Libération, la rédaction a repris le travail, comme si de rien n'était. Pour preuve, le dessin de une représente le prophète Mahomet, un Mahomet avec une larme et tenant une pancarte « Je suis Charlie ». Le prophète reprend ainsi à son compte le slogan mondial apparu après les attentats. Au-dessus du dessin, 3 mots « Tout est pardonné ». Luce, le dessinateur de Charlie Hebdo, visiblement très ému, s'explique. Ce n'était pas la une que les terroristes voulaient qu'on fasse, parce qu'il n'y a pas de terroristes là-dedans. Il y a juste un homme qui pleure, un bonhomme qui pleure. C'est Mahomet. Je suis désolé, on l'a encore dessiné. Mais le Mahomet qu'on a dessiné, c'est un bonhomme qui pleure avant toute chose. Je vous remercie. Face à l'avalanche de demandes en France et à l'étranger, le tirage du numéro a été porté de 1 à 3 millions d'exemplaires, un chiffre exceptionnel dans l'histoire de la presse. Même George Clooney et Arnold Schwarzenegger se seraient abonnés. Dans les coulisses, les réseaux de distribution de la presse se préparent à satisfaire une demande mondiale énorme. Le distributeur MLP enregistre depuis plusieurs semaines des commandes émanant des organismes les plus divers et réclame parfois des milliers de copies. C'est incroyable, on a eu des demandes de municipalités, d'entreprises, de venant de l'étranger. On a un jeune Italien de 14 ans qui nous a envoyé un mail pour dire est-ce que je peux en acheter un, en réserver un. À l'export, où Charlie Hebdo ne vendait que 4000 exemplaires, le MLP prévoit d'en expédier 300 000. Le titre sera présent pour la première fois aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il sera traduit en anglais, espagnol et arabe pour la version numérique, ainsi qu'en italien et turc pour la version papier. Et le Conseil français du culte musulman a de son côté appelé ce mardi la communauté musulmane à garder son calme. Mais dans le monde arabe, l'autorité religieuse égyptienne a d'ores et déjà dénoncé la prochaine une. Ce nouveau numéro ne plaira donc pas à tout le monde, mais qu'importe, Charlie veut garder son esprit, faire rire avant tout. Voilà, vous l'aurez compris, un incident technique qui ne nous a pas permis de diffuser le bon reportage. Je vous propose tout de suite donc de regarder le vibrant hommage rendu hier par le président de la République François Hollande aux 3 policiers français tués par les frères Kouachi et Hamedi Koulibaly. Ils sont morts pour que nous puissions vivre. C'est sur ces mots que François Hollande a ouvert l'hommage solennel rendu ce mardi à Franck Brinsolaro, Ahmed Merabet et Clarissa Jean-Philippe, les 3 policiers victimes des attentats sanglants qui ont endeuillé la France ces derniers jours. Accompagné du Premier ministre Manuel Valls et du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, le chef de l'État est arrivé à 11h dans la cour de la préfecture de police. Ils se sont entretenus avec les familles des victimes très émues avant de souligner le courage et la détermination des 3 policiers. Cette femme, ces hommes étaient des policiers. Ils partageaient une volonté, celle de protéger leurs concitoyens. Ils avaient un idéal, celui de servir la République. François Hollande a également rappelé la diversité des parcours et des origines de Franck Brinsolaro, Ahmed Merabet et Clarissa Jean-Philippe, rappelant leur engagement pour servir leur pays, la France. Recouverts du drapeau tricolore, les 3 cercueils ont été ensuite transportés par des membres des forces de l'ordre devant une foule recueillie et silencieuse. À l'extérieur du bâtiment, des centaines de policiers se pressent aussi pour regarder la cérémonie retransmise sur écran géant. Leur insigne barré d'un ruban noir, ils rendent hommage à leurs collègues. C'est un moment de partage, de recueillement. On pense bien sûr à toutes les victimes, les policiers et les autres. On a plusieurs sentiments mêlés en fait. C'est entre le recueillement, la colère et la peur aussi, parce qu'il faut savoir que les policiers se sentent totalement démunis face à ces attaques. Les 3 victimes des frères Kouachi et d'Hamedi Koulibaly ont ensuite été faits chevaliers de la Légion d'honneur à titre posthume. Peu après la cérémonie, Ahmed Merabet a été inhumé au cimetière musulman de Bobigny. Les dépouilles de Franck Brinsolaro et Clarissa Jean-Philippe devraient également être enterrées dans l'intimité. La cérémonie émouvante hier à la préfecture de police, mais après le deuil, vient maintenant le moment de la riposte. Hier à l'Assemblée nationale, Manuel Valls, le Premier ministre français, a détaillé sa réponse exceptionnelle, pour reprendre ses termes, au terrorisme, une allocution musclée, des phrases chocs et une Marseillaise, vous allez le voir, entonnée comme un seul homme par les députés de l'hémicycle.
Il faut là aussi accroître nos efforts. Avant la fin de l'année, sur la base de l'expérience menée depuis cet automne à la prison de Fresnes, la surveillance des détenus considérés comme radicalisés sera organisée dans des quartiers spécifiques créés au sein d'établissements pénitentiaires. Il faut le dire, il faut poser les mots pour combattre cet antisémitisme inacceptable. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Et on va prendre en ligne tout de suite Éric Dénessé. Bonjour, vous êtes directeur du Centre français du renseignement. Une réponse exceptionnelle annoncée par Manuel Valls, mais pas une réponse d'exception qui dérogerait au principe du droit et des valeurs de la République française. Une fois qu'on a dit ça, on a dit quoi, Éric Dénessé ? Écoutez, en réalité, il n'y a pas de mesures révolutionnaires ni extraordinaires dans ce qu'a annoncé le Premier ministre. Non pas parce qu'il n'en est pas capable, mais parce que de toute façon, il n'y a pas de mesures révolutionnaires ni magiques pour faire face au terrorisme. La société française est une société qui n'a pas, et c'est la résilience actuelle, par exemple, de la société israélienne, parce que nous ne sommes pas habitués à la violence, nous ne sommes pas habitués aux attentats sur notre territoire. Donc, elle a besoin d'être rassurée parce qu'elle n'a pas cette accoutumance à ces actes horribles. Évidemment, il faut aussi rappeler que depuis très longtemps, notre action antiterroriste fonctionne. La quantité de victimes du terrorisme en France est extrêmement mince, ce qui montre que d'une certaine façon, nos services font bien le travail. Il faut seulement petit à petit préparer les esprits à peut-être une menace un peu plus récurrente du type de celle qu'on a connue ces derniers jours. Alors, certains commentateurs observent que l'arsenal législatif existe bel et bien, mais c'est l'applicabilité des lois qui pose problème. Vous confirmez ? Oui, bien évidemment, depuis, au-delà même de la seule lutte antiterroriste, parce que notre arsenal juridique est très complet, nous pouvons arrêter les gens avant qu'ils aient commis un attentat pour les empêcher de le faire. Mais au-delà de ça, c'est l'application même des lois républicaines sur le principe de laïcité qui finalement est la véritable arme antiterroriste. Le problème n'est pas entre la France et l'islam, le problème est entre la France et l'islam radical sur notre territoire. Et il y a bien évidemment une minorité d'individus parmi nos compatriotes musulmans qui sont extrêmement dangereux et vis-à-vis desquels nous avons été extrêmement laxistes depuis plus d'une vingtaine d'années. Éric Dénessé, suite aux attentats de la semaine dernière, plusieurs élus appellent de leur vœu à un Patriot Act sur le modèle des lois d'exception votées aux États-Unis après le 11 septembre. Vous partagez ce sentiment de la nécessité d'une telle proposition de loi ? Non, en aucun cas, j'y suis absolument et fermement opposé. D'abord parce que ces élus ne connaissent pas le Patriot Act et ne connaissent pas le renseignement. Nous savons qu'aux États-Unis, ça n'a pas marché. Le Patriot Act, d'abord, a été totalement attentatoire aux libertés civiles. Rappelons que les États-Unis, c'est quand même le pays qui a envahi légalement l'Irak. C'est le pays dont le service de renseignement, la CIA, pratique la torture. C'est un service qui s'est même mis à écouter ses propres parlementaires. La population est sous surveillance. Et pour quel résultat en matière d'antiterrorisme ? Finalement, pas grand-chose. Donc il faut surtout se garder de copier ce très mauvais exemple américain. Nous avons un système qui marche encore à peu près. Nous pouvons indéniablement l'améliorer, renforcer le renseignement, mais surtout ne sombrons pas dans cette dérive antidémocratique qui a été celle des États-Unis. Éric Dénessé, on sait que les armes des frères Kouachi et d'Ahmed Koulibaly venaient de l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous livrer de nouvelles indiscrétions de l'enquête en cours sur ces filières de trafic d'armes ? Non, alors très sincèrement, j'en ai pas, et puis je préfère les garder, ne pas en faire part dans la mesure où les actions de police sont en cours. Je crois que ce qui est important, c'est aussi d'expliquer qu'on ne peut pas lutter, en tout cas dans nos banlieues, contre le terrorisme sans lutter contre la criminalité, parce que les individus qui sont passés à l'acte, au-delà du fait que ce sont des dérangés mentaux et des individus psychiatriquement malades, se sont quand même largement approvisionnés auprès de réseaux de délinquants et de criminels, et que c'est en luttant contre cette criminalité des banlieues, contre ces trafics qui nous viennent d'Europe de l'Est ou de Libye, qu'on contribue à lutter efficacement aussi contre l'approvisionnement des terroristes de nos banlieues en armes. Éric Dénessé, je rappelle que vous êtes directeur du Centre de recherche français du renseignement. Merci beaucoup d'être intervenu sur notre chaîne. Et j'accueille à présent Michael Gabé, vous êtes économiste, bonjour. Bonjour. Alors on a parlé évidemment ces dernières semaines de l'éventuel Aliyah, c'est le terme en hébreu qui désigne l'immigration des Juifs vers Israël. Est-ce qu'Israël, selon vous, est prêt à accueillir un flot massif de nouveaux immigrants en provenance de France ? Israël est à la fois oui et non. Elle est prête dans le sens où Israël de toute façon a une expérience de plus de 60 ans dans l'accueil de massifs de Juifs, que ce soit
dans les années 50, dans les années 60, 70, ou plus récemment l'allié d'1 million de nos frères russes qui sont venus au début des années 90. Le problème en Israël aujourd'hui par rapport à l'allié française, c'est que les solutions qui sont données aujourd'hui à l'allié ne sont pas forcément toutes adaptées ou ne comprennent pas complètement la spécificité de cet allié. Alors donnez-nous un exemple, par exemple, de quelques obstacles qui pourraient se mettre sur le chemin de ces Olim Hadashim. Alors l'exemple le plus flagrant, c'est connu que si les Russes, par exemple, étaient beaucoup des ingénieurs, des techniciens, etc., les Français, les Juifs de France sont plus dans ce qu'on appelle les professions libres. Donc il y a tout le problème de l'acceptation des diplômes, des équivalences, les reconnaissances. Alors que ce soit les médecins, où c'est très compliqué de comprendre comment on fait une différence entre un corps et un corps, puisque ce restent les mêmes. Si on pense aux avocats ou des métiers comme l'expertise comptable, on peut comprendre qu'il y a des spécificités de loi. Mais là, c'est à Israël de mettre en place des structures qui pourront, comme il y a l'Ulpan pour apprendre la langue, avoir des structures qui permettront à certains avocats, des experts comptables, ou ce genre de profession qui en aient l'envie ou le besoin, de justement s'adapter. Ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre d'où ils viennent pour savoir où est-ce qu'ils doivent aller et comprendre quel processus, où doivent faire les différents ajustements au niveau de leur profession. Alors on sait que l'économie israélienne est connue pour son expertise, notamment dans le domaine des hautes technologies. Est-ce que dans ce domaine-là, les Juifs de France vont pouvoir contribuer justement à développer cette expertise ? Alors ça, c'est exactement le genre de comment on appelle ça, de domaine où l'arrivée de quelqu'un de l'étranger est extrêmement bénéfique. Il n'y a pas longtemps, un des patrons d'Intel en Israël disait que ce qu'ils aimaient le plus, c'était quand les jeunes Israéliens partaient à l'étranger pour commencer leur carrière et qu'après ils revenaient en Israël. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les hautes technologies, au-delà du savoir, au-delà des connaissances, au-delà de la technologie, il y a aussi beaucoup d'acquaintances, de networking, des relations personnelles. Avoir quelqu'un qui vient d'une entreprise étrangère, d'un monde technologie étranger et qui arrive en Israël, apporte non seulement au-delà de ses connaissances, de son savoir, de sa technologie, amène aussi des relations, des liens, des connectivités qui peuvent se faire à tous les niveaux et justement ouvrir peut-être un peu plus les relations au niveau technologique entre Israël et la France ou entre Israël et toute l'Europe en se servant de la France comme base. Est-ce que vous pensez qu'on va assister aujourd'hui à des Israéliens qui vont aller en France pour chasser des têtes françaises, des jeunes ingénieurs fraîchement diplômés ? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment ce besoin. On va dire qu'aujourd'hui, les structures vont être plus. C'est-à-dire que les Français veulent venir. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui plein de projets. On peut penser par exemple à un projet comme Gvaim, qui est un projet qui vient de la Fondation Rachi, qui est ce qu'on appelle, ils ont un système de coaching pendant presque une année où des jeunes Français viennent et rencontrent. Aussi, voilà. Et ils ont aussi un projet d'incubateur, mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est le projet carrière. Ça veut dire qu'ils amènent des jeunes en Israël qui vont rencontrer des gens de leur propre domaine d'expertise et qui vont être suivis, recevoir des conseils. Parce que souvent dans ce domaine-là, c'est beaucoup, comme on dit, c'est pas le CV qui vous fait rentrer, c'est le copain que vous avez déjà dans la société. Donc créer comme un networking. Je pense que encore une fois, plus il y aura de Français dans les sociétés, plus ils amèneront leur expertise, leur connaissance et leur savoir-faire, plus ils seront capables de ramener d'autres amis et d'être en fait le fer de lance de l'arrivée massive de Juifs de France. Michael Gouin, un mot sur le logement. On sait qu'en Israël, c'est une véritable pénurie de logements dans les grandes agglomérations, notamment du centre, à Tel Aviv et dans la grande agglomération de Tel Aviv. Est-ce que cette arrivée, si elle était massive, des Juifs de France, pourrait changer la donne ? Alors, moi, ce que je voudrais conseiller d'abord aux Juifs de France, c'est d'abord de comprendre que au niveau de les vacances et la vie, ce sont deux choses complètement différentes. Quand on vient en Israël en vacances, c'est vrai qu'on veut être près de la mer, on veut être dans une grande ville parce qu'on veut sortir, etc. Quand on vient en Israël pour construire une famille, pour construire un foyer, etc., nos recherches ne sont pas les mêmes. Donc il faut commencer à réfléchir en dehors de la boîte, comme on dit en Israël, ouvrir ses horizons. Hors des sentiers battus. Hors des sentiers battus, exactement. Commencer à se dire que Israël, c'est un petit pays. Une ville comme Modi'in, qui est loin de Tel Aviv, qui a aucun problème en termes d'espace, parce qu'il y a des réserves de terrain qui sont presque infinies. C'est 20 minutes en train. Je sais pas, moi, s'il y a des gens qui prennent le métro à Paris, moi je me rappelle quand j'étais jeune et je prenais le métro, 20 minutes c'était le tarif minimum. Donc il y a des solutions, il y a des endroits, et il y a de plus en plus de communautés francophones qui commencent à sortir justement des grandes villes. Qui sont Jérusalem et Tel Aviv pour les grandes villes, ou qui sont Ashdod et Netanya pour les grandes concentrations de Français. Il y a des villes comme Hedera, par exemple, comme Modi'in. Où les Français sont de plus en plus voilà, intéressés. Où les gens sont de plus en plus intéressés, sont de plus en plus... Il faut être conscient que quand on arrive en Israël, quand on veut habiter et qu'on veut venir s'installer,
les moyens qu'on a ou les recherches qu'on fait ou les attentes qu'on doit avoir ne sont pas les mêmes que quand on est en vacances. Une petite digression sur le plan politique. Est-ce que vous pensez que les Juifs français seraient éventuellement intéressés aussi à aller s'installer au-delà de la ligne verte, à savoir dans les implantations juives de Cisjordanie? On a entendu hier le ministre de l'Habitat qui appelait de tous ses voeux à élargir. Exactement. Alors, très rapidement. Il y a eu plein de projets comme ça, il y a eu beaucoup de mouvements d'alias de groupes qui ont été faits justement au-delà de la ligne verte et qui ont plutôt bien marché. La plupart des gens restent soit dans le village, soit par là. Merci Mickaël Gabé. Merci Mickaël Gabé. On se retrouve immédiatement après un nouveau journal avec Rudy Saada qui va nous parler des réactions à chaud des premiers acheteurs de Charlie Hebdo. On se retrouve tout de suite après un nouveau journal. Ne bougez pas. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le plateau du Morning. M'a rejoint Rudy Saada, notre chroniqueur. Bonjour Rudy. Bonjour. Alors c'est hier que se tenaient les élections primaires du Parti travailliste. Le Parti travailliste qui a fait liste commune, vous le savez, avec le parti centriste Atnoa de l'ex-ministre de la Justice Tzipi Livni. On connaît depuis ce matin, 9h30 précise, heure israélienne, les résultats de cette primaire travailliste. Et on va tout de suite rejoindre d'ailleurs par téléphone, un candidat malheureux de cette primaire travailliste. Il était candidat à la députation. Marco Sarabia, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, donc candidat malheureux d'abord pour ce nouveau scrutin. Ben oui, bon, j'ai démarré avec un handicap. Pardon. Avec un handicap. En fait, je vous entends pas, excusez-moi. Hein. Vous nous entendez, Marco Sarabia? Oui, maintenant oui. Vous disiez que vous aviez démarré avec un handicap? Oui, parce que bon, je suis parti avec un budget assez bas et disons que je n'avais pas les moyens des autres candidats et j'essayais quand même uniquement sur le côté stratégique de gagner, donc ça ne suffit pas apparemment. Ouais. Alors Marco Sarabia, Shali Yakhimovic, l'ancienne chef de file du Parti travailliste, arrive en première position immédiatement après Yitzhak Herzog, le nouveau chef de file du parti, et Tzipi Livni qui elle a sa place réservée aux côtés d'Yitzhak Herzog en tant que numéro 2 de cette liste commune. Comment vous analysez cette confiance renouvelée à Shali Yakhimovic? Écoutez, Shali Yakhimovic, elle reste quand même l'inspiration et l'idéologie du parti, l'idéologie social-démocrate. Et donc cela prouve à nouveau que le Parti travailliste a une claire orientation sociale et économique et sociale, et je pense que la campagne sera basée là-dessus. Alors, sur les 10 premiers élus, on retrouve 4 femmes et notamment 3 personnalités marquantes de ce qui avait été la contestation sociale à l'été 2011. Ça veut dire quoi, selon vous? Comment vous analysez ces résultats? Et je pense que bien avant la grande contestation sociale, le Parti travailliste et surtout Shali Yakhimovic avait donné justement les grandes orientations économiques qu'il fallait corriger, par exemple de ramener un peu de responsabilité de l'État, de ramener un peu le contrôle de l'État sur les prix, par exemple sur les appartements, sur les produits alimentaires de base. Et ça avait été dit et ça avait été conseillé déjà depuis plusieurs années, bien avant la grande contestation d'il y a 3 ans. Oui, mais justement, cette dernière campagne du Parti travailliste menée donc par Shali Yakhimovic, elle portait essentiellement sur les questions économiques et sociales. Ça n'a pas payé, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le Parti travailliste compte 15 députés, il me semble, aujourd'hui à la Knesset. C'est sur cette ligne que le Parti travailliste doit faire campagne, sans parler des implantations, sans parler du conflit israélo-palestinien? C'est sur le côté social donc, que le Parti travailliste va... On va bien évidemment parler du côté politique, mais... C'est pas ce qu'avait fait Shali Yakhimovic, je vous le rappelle. Oui, mais écoutez, voilà, il y a 2 ans, et n'oubliez pas, il y avait aussi... il y a eu une guerre juste pendant la campagne électorale, et évidemment, en temps de guerre, les gens sont plus sensibles au côté... à la survie, et aux problèmes existentiels d'abord. Mais nous, on pense que le vrai problème d'Israël est surtout économique. Et la menace, elle vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Parce que, et contrairement à la dernière campagne, je pense qu'on ne peut plus convaincre
les Israéliens qui sont en danger de disparaître. Et on a prouvé que notre armée est forte et elle donne la réponse à toutes les menaces. Et donc, il faut enfin s'occuper des problèmes de la pauvreté, par exemple, problème des inégalités, problème des monopoles. Ces trois sujets sont très, très douloureux en Israël. Marco Sarabia, dans les sondages, le Parti travailliste et le Parti centriste, cette liste commune du centre-gauche est donnée à égalité avec le Likoud de Benyamin Netanyahou. Mais sur le plan de l'arithmétique, le bloc de la droite est encore en tête. Qu'allez-vous faire pour essayer de renverser la tendance ? Écoutez, d'abord, il faudra refaire un sondage après ces élections primaires, parce que le fait qu'il y ait beaucoup de femmes en tête de liste, le fait qu'il y ait des gens de qualité comme Omer Bar-Lev, comme Merav Michaeli, Stav Shapir en tête de liste, je pense que ça va donner un nouvel élan au parti. Et cette liste, elle aussi, elle influencera aussi le programme que l'on va publier, parce que n'oubliez pas que le programme du parti n'a pas encore été publié. Et je pense que l'orientation sociale n'est pas vaine, et contrairement à ce qu'on dit, parce que les gens sentent que la politique capitaliste, néolibéraliste a quand même échoué. On voit. Alors justement, à propos de cette politique libérale, Marco Sarabia, vous parlez d'une orientation très, très clairement socialiste. Est-ce que la présence de Tzipi Livni, qui n'est pas une socialiste, qui est plutôt une libérale, et celle d'Emmanuel Trachtenberg, également présent sur la liste, est-ce que ça ne va pas justement altérer cette image d'un parti qui renoue avec l'économie socialiste, ou en tout cas responsable ? Je pense que Tzipi Livni a donné l'accent surtout sur le côté politique et sur le côté de la défense des droits de l'homme, sur les lois de base de l'État d'Israël. Je ne pense pas qu'elle interviendra sur le côté sur le programme socialiste. Mais en fait, elle fait partie du Likoud classique ancien. Et quand même, il ne faut pas oublier la pensée de Jabotinsky, qui était aussi très très sociale en fait. Et la base de la pensée de Jabotinsky était avant tout de donner au peuple, et comment on dit, l'habillement, le logement et la nourriture de base. Et je pense que les fondateurs du Likoud, les fondateurs de la pensée néolibérale, n'étaient pas aussi néolibérales que Netanyahou. Marco Sarabia, est allé dans l'extrême, dans le capitalisme. Merci. Depuis, effectivement, le Likoud a fait un long chemin sur le plan de sa plateforme économique. Merci Marco Sarabia. On rappelle que vous êtes membre du Parti travailliste et candidat malheureux à la primaire de votre parti. Merci infiniment. Allez, on va partir maintenant, si vous le voulez bien, à la découverte de femmes qui, c'est le moins qu'on puisse dire, ont le rythme dans la peau avec ce portrait, notamment de la jeune Israélienne. Elle s'appelle Meital Cohen et elle ferait presque rougir, vous allez le voir, Led Zeppelin. A tout de suite. Avec sa petite taille et son large sourire, Meital Cohen possède une rapidité et une dextérité exceptionnelles à la batterie. Un talent qui suscite l'enthousiasme de nombreux percussionnistes dans le monde. Sur les réseaux sociaux, elle est l'une des batteuses les plus suivies. Parmi ses fans, des métallos, des ados, des pompiers et même des petits-enfants. Mais qui est donc Meital et comment en est-elle arrivée là ? Née à Ramat Gan en Israël en 1984, elle est la benjamine d'une fratrie de 7 enfants. À 7 ans, son père est tué sur un trottoir renversé par un chauffard ivre. Sa mère élève donc toute seule cette grande famille. À 18 ans, Meital se met à la batterie et en même temps, elle fait son service militaire. À 21 ans, elle réalise son rêve et entre à l'Académie de musique de Los Angeles. Mais son rêve est brisé par un accident de voiture. Mais le vent tourne pour Meital. Elle décide de mettre en ligne la vidéo du show L'Amérique a du talent, précisément la séquence où elle n'est pas retenue pour l'émission. Sa reprise de Toxicity de System of a Down devient rapidement virale. Forte de son succès, la batteuse met en ligne d'autres vidéos, des reprises des classiques hard rock et metal. Résultat, 115 millions de vues cumulées et plus d'1 million de vues sur Facebook. En 2013, elle fait appel au crowdfunding, le financement de masse pour sortir son premier album. Elle avait besoin de $60 000, elle en recevra 144 000.
Un succès qui va lui permettre de collaborer avec des grands noms, de Pharrell à Nelly Furtado. En plus d'être un phénomène YouTube, Metal est devenue une experte du marketing. Elle vend en ligne des leçons virtuelles de batterie, DVD, t-shirts et toute une série de produits dérivés. Si vous pensez qu'elle est la seule batteuse, détrompez-vous, la compétition est rude sur YouTube et les préjugés machistes ont bon dos. Parmi les stars des baguettes, on retrouve la jeune japonaise Senri Kawaguchi. Originaire de Montréal, la québécoise Emmanuelle Caplet a elle aussi son fan club. En Argentine, la percussionniste Nea Batera et ses pointes teintées en rose fait elle aussi le buzz. Enfin, autre bizarrerie du web, la batteuse aux cheveux roses Mary Voiles. Cette américaine se déchaîne sur sa batterie et en bonus livre ses confidences hot. Je pense qu'on vit dans une société merdique qu'on a créée et perpétuée car le sexe est aussi naturel que de manger ou de digérer ou d'aller aux toilettes. Pour résumer, les femmes batteuses ont du talent. Le machisme et le sexisme ont peut-être laissé entendre que les baguettes, c'est une affaire d'hommes chevelus et testostéronés. Erreur, selon Lane Raymond, chercheuse spécialisée dans la batterie, des objets archéologiques et des peintures nous apprennent qu'au départ, les vrais percussionnistes, ce sont les femmes. Elle en a même fait un livre titré « When the Drummers Were Women ». Elle explique que les percussions étaient connotées avec la naissance et la fertilité, et donc c'était sacré pour les femmes. Elles en jouaient au cours de rituels religieux. Metal Cohen est donc une digne descendante de cette tradition. Les femmes batteuses, Rudy Saada, mieux que les femmes battues. Hein. Oui, Ouais, en effet. Alors on va retrouver Rudy Saada comme chaque matin. On va commencer par la réaction de ces internautes qui se sont levés tôt ce matin pour aller s'arracher le dernier numéro de Charlie Hebdo avec cette une tant attendue, 3 millions d'exemplaires. Comment réagissent-ils ces internautes? Surtout les internautes qui ont pu en avoir, tout simplement parce que on le voit ce matin sur Internet, c'est venu partout en France ces images d'interminables files d'attente depuis une petite heure. Voilà, et ce sont déjà les panneaux rupture de stock qui fleurissent sur Twitter. Cette photo date à peu près de 6h du matin heure française et depuis maintenant on ne voit que... C'est dans une gare ça C'est dans une gare, ouais. Et un peu partout en France on a ceci. Alors pour les petits chanceux qui se sont levés assez tôt pour pouvoir acheter le journal, on le brandit avec beaucoup de fierté. On va le voir sur un tweet. Alors non, là ça c'est autre chose, mais c'est pas grave, on le brandit. Voilà, et autre réaction avec ce Nantais qui dit voilà, Charlie Hebdo est sorti et il est déjà critiqué. Ouf, j'ai eu peur, dit-il avec ironie. Alors je vous le disais, partout en France, ce numéro de Charlie Hebdo est devenu une denrée rare. Hello se demande où est Charlie, pas dans les kiosques en tout cas, la chasse au trésor est lancée et elle ne croit pas si bien dire car dès ce matin, des petits malins aux valeurs morales plus que douteuses mettaient déjà ce numéro aux enchères sur le site de vente eBay et aux enchères, regardez ça, pas moins de 100 000 € pour ce numéro. Certains internautes, bien qu'indignés, nous rappellent que quand même, à ce prix-là, la livraison est gratuite. Il s'en trouve toujours des gens pour faire du commerce de toutes choses. On va parler de cette absence très remarquée du président américain Barack Obama, ou en tout cas des membres de son administration, qui fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Oui, on a déjà beaucoup parlé de cette polémique lancée par les journaux populaires américains. L'absence de l'administration américaine était évidemment une erreur. Alors Josh Arnett, porte-parole du président Barack Obama, a clairement regretté ce lundi de ne pas avoir envoyé un responsable de premier plan à Paris dimanche dernier, mais vous le savez, les internautes ne pardonnent rien et utilisent souvent l'humour pour critiquer. Alors certains ont utilisé leur logiciel de retouche photo pour incruster Barack Obama à la manif, on le voit ici. Alors comme vous le voyez, il est en mode plutôt golfeur du dimanche, ou encore, plus drôle, plus caustique, cette image de chaise de café parisien vide avec ce titre: repérer Barack Obama à la marche parisienne. Et puis une image très connue sur Internet, Barack Obama, ce qu'on appelle un mème, Barack Obama et son état-major qui éclate de rire. Alors cette fois, le titre c'est « Et alors, ils ont dit, je suis Charlie ». Donc gros faux pas diplomatique, cette fois qui touche son image à l'intérieur du pays, renforce cette image d'homme insensible du président américain.
Allez, on parle un peu avec vous, Rudy Sada, de cette incruste tapée par Nicolas Sarkozy au premier rang du rassemblement, Charlie. Mais en Israël, on s'amuse un peu avec ce petit jeu. Absolument. Alors l'incruste, on l'a vu il y a quelques instants, on a vu sur la nouvelle une de Charlie. Alors c'était pas ça, mais c'était l'autre image. On voyait la une de Charlie avec Sarkozy qui s'incrustait dedans. C'était évidemment important d'être sur la photo historique, important pour tous et donc pour Benyamin Netanyahou aussi. Il y a beaucoup de caricatures, de parodies en Israël sur sa présence, mais le meilleur, c'est donc la sortie de ce petit jeu vidéo très addictif. Il s'appelle Push Bibi. Alors j'y ai joué en ligne, je vous mettrai le lien tout de suite sur mon compte Twitter. Alors le but est très très simple, c'est de faire progresser le personnage de Bibi. On va voir l'image à travers des rangées d'officiels pour à la fin l'amener au premier rang, là où il y a la croix, l'amener au premier rang du rassemblement. Alors à l'origine de ce tacle, sous forme de petite blague numérique, eh bien il y a Amachane Tzioni, le camp sioniste, c'est-à-dire le nom qui va être bientôt donné à la coalition de centre-gauche en Israël. Et le message est le suivant, eh bien Israël se mettra en première ligne sans avoir besoin de pousser les autres, sans avoir besoin de push. Donc en gros, c'est le message de ce jeu. Vous pouvez y jouer en ligne et c'est vraiment très drôle et très addictif. Oui, on a vu aussi cette une du journal, d'une émission satirique en Israël, Eretz Nehederet, où l'on voit Benyamin Netanyahou en tête de peloton lors du rassemblement et avec son visage donc incrusté sur les personnalités, les différentes personnalités qui étaient présentes à ce rassemblement. Les Israéliens se sont beaucoup amusés de cette incruste de Sarkozy ou de cette incruste à la Bibi. Donc je vous rappelle que vous retrouvez le jeu. N'oubliez pas d'aller rendre visite au compte de Rudy Sada dans les 5 prochaines minutes. Je vous assure que vous allez pouvoir jouer à ce Bibi Push ou Push Bibi. Push Bibi. Push Bibi. Merci Rudy Sada infiniment. On vous retrouve demain évidemment. Voilà, ainsi s'achève cette édition. L'information continue évidemment sur i24 News avec un nouveau journal de Nathalie Dingard. Quant à moi, je vous retrouve dès demain aux aurores. Soyez au rendez-vous car vous le savez, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. À demain.